Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur le thème de la certification SV 2020 et expérience passion. Donc, on va encore patienter quelques instants le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc, je me présente, je suis Lydia, je travaille chez ASMIS sur les questions du marketing digital. Donc, je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. C'est moi qui va répondre à vos questions et à vos remarques sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, à l'occasion de ce webinaire, Aude partagera avec vous son expérience et répondra à 3 questions, donc qui sont comment repenser et améliorer la relation entre patient et professionnel, quel levier pour transformer l'expérience patient et diminuer le nombre d'insatisfactions, et pour finir, comment appréhender ces questions lorsqu'on est dans un établissement de santé. Donc aujourd'hui, ce webinaire sera animé par Aude Sédou, donc senior manager chez ASMIS et expert des sujets et des questions santé sociale. Donc Aude, je te laisse la parole. Oui, merci Lydia. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être qu'on se garde encore 1 minute. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. J'ai plaisir à voir certains collègues. Et merci d'être là. C'est sympa de voir des gens de l'assistance publique, des anciens collègues, de voir aussi des personnes avec qui on a travaillé. Alors, un coucou particulier. Alors, sur votre côté droit, vous avez un chat que vous pourrez utiliser. N'hésitez pas dans ce chat à mettre des messages, à mettre des questions. Lydia va les regarder, va les sélectionner, en tout cas va voir celles qui sont... qu'elle va les rassembler pour qu'à la fin du webinaire, on puisse aborder ce sujet et aborder les questions qui seront dans ce chat. Donc voilà, allez, 33, c'est parti. 3 minutes de retard, je pense que c'est largement suffisant pour les uns et les autres. Je suis heureuse de pouvoir échanger aujourd'hui sur un sujet qui me passionne, qui est l'expérience patient. Alors vous pouvez vous demander pourquoi certification HASV 2020 et expérience patient ensemble. Pourquoi travailler sur ce sujet en même temps? Bien parce que j'ai la conviction que l'on peut faire de cette certification de la Haute Autorité de Santé vraiment une opportunité pour les établissements. Lorsque j'ai vécu ma première certification qualité, c'était la V10 à l'époque, et c'était l'assistance publique, on avait cette liste de contraintes réglementaires, d'éléments à travailler qui étaient importantes, et parfois on oubliait le sens. Or, avec cette nouvelle certification, cette nouvelle façon d'aborder la certification qualité dans les établissements de santé, on peut vraiment, avec l'expérience patient qui est au cœur, redonner du sens à cette contrainte réglementaire. C'est vraiment l'occasion de mobiliser les équipes, de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'établissement, que ce soit des soignants, des non-soignants, des administratifs, des gens qui travaillent dans les services supports, les représentants des patients, les patients eux-mêmes, autour d'un projet, autour de l'expérience que vivent chaque patient quand il est dans un établissement de santé, et le mettre au centre de la certification. Juste pour mémoire, je vous relis 3 phrases que j'ai retrouvées dans un des supports de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui évoquent ce que c'est que d'être certifié qualité de soins aujourd'hui dans la nouvelle certification. Ils disent, c'est s'appuyer sur le point de vue des patients, sur leur expérience dans l'établissement de santé. Donc vraiment l'expérience patient. C'est évaluer le résultat, les résultats non seulement en termes de santé pour le patient, mais aussi en termes d'appréciation du parcours dans l'établissement. L'accueil, l'information transmise, la coordination des équipes pour le soin et la sortie. Et enfin, c'est affirmer fièrement que les équipes ont le souci prioritaire du patient. Pour chacun des professionnels, c'est la reconnaissance de son engagement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, et que son travail individuel y contribue directement. Vous voyez vraiment
que ce qu'on va évoquer aujourd'hui autour de l'expérience patient est vraiment au cœur également de la certification qualité HAS 2020. Et c'est ça que je vais essayer d'évoquer avec vous, c'est cette conviction que je vais partager, cette conviction et aussi les expériences que nous avons depuis 2018 au sein du cabinet ACEMIS sur cette question, depuis qu'on travaille avec différents établissements, aussi organismes de santé et auprès des professionnels de ville, de l'ambulatoire. Juste avant, je me présente, donc je suis Aude Sédou, j'ai rejoint le cabinet en 2018, après 20 ans dans le secteur de la santé, d'abord à l'hôpital, en ARS, sur les questions de fin de vie à l'Observatoire national de la fin de vie, et toujours à la recherche de comment on peut améliorer le parcours des patients, comment on peut améliorer ce que vivent les patients et cette articulation entre patients et professionnels, mais aussi comment on peut améliorer le travail des professionnels de façon à ce qu'ils se sentent vraiment au cœur et en bonne connexion et qu'ils puissent travailler le plus facilement possible. Donc voilà, donc ça c'est mon parcours. En 2 mots, ACEMIS, qui c'est? C'est un cabinet de conseil qui travaille qui existe depuis 20 ans. ACEMIS, ça veut dire, le A de ACEMIS, ça veut dire Anticipate, le CE Customer Experience et MIS Make It Simple. Ils ont évoqué la question de l'expérience client bien avant, déjà il y a 20 ans. Et au moment où ils ont lancé la démarche, ils travaillaient non seulement sur les clients, mais aussi sur les usagers du service public. Et c'est leur métier depuis 20 ans. Ils ont développé énormément d'approches pour pouvoir mettre en œuvre leur cœur de métier, aussi bien auprès des clients, des usagers, des citoyens, des donnants, des salariés. On fait partie également d'un groupe. Ce groupe s'appelle Novensia. C'est un groupe qui travaille sur les data et l'intelligence artificielle. C'est fort précieux pour nous parce que ça vient vraiment en complément de notre travail sur l'expérience client et l'expérience patient, et ça vient nourrir finalement l'analyse des données, ça vient nourrir tout le travail que l'on fait pour récolter ce que vit et ce que ressent les clients et les patients. L'avantage aussi qui est fort pour nous, c'est de travailler sur différents secteurs. Cette connaissance des différents secteurs d'activité nous permet d'avoir une bonne connaissance des attentes des clients, des patients, quand ils ne sont pas, alors pour nous, des attentes des patients, quand ils ne sont pas patients. Parce qu'un patient est avant tout un client qui consomme, un citoyen qui vote, un usager des services publics. Et c'est important de savoir quelles sont ses habitudes, ses irritants, ses attentes dans ces autres secteurs pour bien comprendre ce qui se passe quand ils sont dans les établissements de santé et à l'hôpital. Voilà. Alors, pourquoi parler de l'expérience patient? On va parler de l'expérience patient parce que on voit de nouvelles pratiques se développer avec le développement important du digital. Donc, il y a des nouveaux services qui arrivent. Par exemple, tout ce qui est téléconsultation à distance. C'est quelque chose qui était peu développé avant le Covid, et avec l'arrivée du Covid et de la pandémie, on a vu par exemple Doctolib quadrupler sa part de consultation à distance, et 80% des utilisateurs sont vraiment convaincus que maintenant il faut continuer à utiliser ce type d'outils. On a vu ça dans nos vies aussi professionnelles. On ne serait pas dans ce format de conférence comme on l'est aujourd'hui, hein, sans ces outils. Et on ne reviendrait pas en arrière. On souhaite pouvoir voir le médecin en réel, physiquement, pour certains temps, et puis quand on en a d'autres, être à distance, c'est vraiment important, et ça rentre dans nos exigences. On a, en tant que citoyen, mais aussi en tant que patient, de nouvelles attentes, et le digital
nous rend ces attentes, on devient plus exigeant avec le digital, nous rend ces attentes plus importantes. On veut tout de suite, on est plus exigeant et on est moins tolérant. On est moins tolérant aussi sur le fait de ne pas avoir de retour. Vous avez systématiquement, si on continue sur Doctolib, des petites alertes pour vous annoncer que vous allez avoir un rendez-vous qui arrive. Et lorsqu'on n'a pas ces petites alertes, par exemple, dans certains établissements de santé, eh ben, on oublie d'y aller parce que on est tellement habitué à ce qu'on nous rappelle qu'il faut aller à un rendez-vous, ben, quand on n'est pas, ben, ce rendez-vous, c'est comme s'il était annulé ou comme si il était moins important. C'est aussi un des éléments sur lesquels l'expérience patient doit se pencher et on doit faire avancer les choses. On parle aussi de l'expérience patient, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a de nouvelles exigences. On a évoqué la Haute Autorité de Santé et la nouvelle certification qualité HASV 2020. Il y a dans la salle Pascal Cosial, et je te salue Pascal, avec qui on a travaillé, qui est directrice de l'établissement l'hôpital suisse de Paris, ici les Moulineaux, qui a fait partie du premier groupe d'établissements qui ont testé cette certification qualité 2020 et qui nous a redit combien l'expérience patient était au cœur des visites des experts visiteurs et combien il y avait un accent important qu'il fallait garder en tête. En amont, cette expression de l'expérience patient est arrivée avec Agnès Buzyn en 2018, au moment où a été lancé Ma Santé 2020, un engagement collectif. C'était un des premiers moments où on a évoqué le terme de cette notion d'expérience patient, où il était important d'aller écouter ce qui se passait pour les patients, quelles étaient leurs attentes, de façon à mieux répondre à leurs attentes. Et a été mis en place ISATIS, cet indicateur d'efficacité clinique et d'expérience patient dans différents parcours du monde de la santé. ISATIS, c'est une sorte de questionnaire de satisfaction en ligne que reçoit tout patient qui est hospitalisé dans un établissement de santé et aussi en dehors des établissements de santé, qui permet d'évoquer ou d'aborder certains sujets qui concernent son parcours. Et c'est vraiment une mine d'informations pour nos métiers. On est aussi intéressé de travailler sur cette question de l'expérience patient et de réfléchir à pourquoi transformer par l'expérience patient. Parce que finalement, on a 3 acteurs quand on travaille sur l'expérience patient. On a les patients, on a les professionnels de santé et on a les établissements et services de santé. Ces 3 leviers incontournables, travailler à l'amélioration du parcours de patient va être au service de ces 3 acteurs. Va être au service d'une part des patients, parce que ça va améliorer, en prenant leur point de vue, ça va améliorer leur accès aux soins et favoriser l'alliance thérapeutique avec les professionnels. En travaillant avec les professionnels sur l'expérience patient, ça va permettre de mieux fonctionner en collectif autour du patient, parce qu'on comprendra mieux leurs attentes, on aura des parcours plus fluides, ça sera mieux organisé, il y aura moins de petites accroches. Et enfin, pour l'établissement de santé, travailler sur l'amélioration, la transformation par l'expérience patient, ça va avoir un impact important sur 2 choses qui est important, c'est si on a des parcours plus fluides, qui fonctionnent mieux, on va avoir cette efficience du parcours de patient et résultat, on va avoir des impacts sur les résultats économiques de l'entreprise, de l'établissement de santé. C'est le cas dans certains services où on a beaucoup d'absentéisme à des rendez-vous qui ne sont pas honorés. Et avec un travail sur l'expérience patient, c'est ce qu'on a fait dans un établissement de l'Est de la France. On a pu améliorer ce taux pour honorer les rendez-vous et donc accroître cette efficacité. Et ça va aussi permettre aux patients de devenir des ambassadeurs de l'établissement. Si un patient est content de sa relation avec l'établissement, avec les professionnels, si ça s'est bien passé, il dira, c'est autour de lui, allez-y, vous pouvez y aller, c'est toute confiance, et ça sera vos premiers ambassadeurs.
On sait qu'aujourd'hui, on travaille sur les salariés ambassadeurs à cause de l'attractivité, des problèmes d'attractivité de l'établissement sur les professionnels. C'est vraiment au cœur de notre actualité aujourd'hui. Mais c'est aussi au cœur de votre actualité de continuer à avoir des patients qui viennent et travailler sur l'amélioration de l'expérience patient. Permet de développer des patients ambassadeurs de l'établissement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Au programme, trois grands chapitres, si vous voulez bien. Le premier, ça sera l'expérience patient. Finalement, c'est quoi? De quoi on parle? De quoi on parle? Qui sont nos patients? Qu'est-ce qu'on regarde quand on parle de l'expérience patient? Je vous proposerai une définition propre à CEMIS qui va vous éclairer là-dessus. Puis on ira voir trois principaux leviers de transformation pour transformer l'expérience patient. Le premier levier, c'est l'ambition patient, comment on peut co-construire une ambition patient à moyen terme et à long terme lorsque l'on est un établissement de santé qui veut donner une direction à son établissement, une vision, ou lorsque l'on est un service et qu'on veut être sûr que tout le monde s'aligne sur cette direction. On regardera après comment on peut améliorer le parcours patient et on verra ce que c'est qu'un parcours patient. Et enfin, pour faire tout ça, il nous faut développer l'écoute, un dispositif d'écoute patient pour agir, écoute patient, écoute salarié, pour agir et pour mettre en œuvre après derrière. Et ça va passer par ISATIS, je vous en ai parlé comme dispositif, mais on en aura deux autres. On aura aussi à la fin deux petits retours d'expérience proposés par le docteur Huguette Boissonnat, qui était pendant très longtemps la responsable du département santé d'ATD Quart Monde et avec qui on a travaillé ces 3 dernières années dans différents établissements de santé pour aller se questionner sur est-ce que lorsque l'on est précaire ou en situation de plus grande précarité ou fragilité, est-ce que l'expérience patient est utile, est un levier qui nous permet d'accéder aux soins et qui nous permet de pouvoir améliorer notre parcours et améliorer cette alliance thérapeutique. Et puis Pascal Cosial, qui est directrice de l'hôpital suisse de Paris, donc, et qui nous donnera aussi son retour d'expérience. Donc d'un côté un directeur et de l'autre côté un représentant des usagers. Avant toute chose, je vous propose en 3 minutes de pouvoir regarder une introduction à ces sujets-là et je reviens juste après cette introduction. Lydia nous lance une vidéo. Patient usager, certification HAS 2020, efficience, expérience patient, les injonctions se multiplient pour les établissements de santé. Comment faire alors pour ne pas tomber dans une liste d'items à cocher, pour redonner du sens, pour simplifier et assurer une cohérence d'ensemble, pour faciliter les transformations? En se centrant sur le patient et sur son expérience, c'est-à-dire tout ce qu'il vit et ressent lorsqu'il est en relation avec un établissement ou un service de santé. Cette expérience inclut l'expérience d'usage, par exemple lorsqu'il consulte, lorsqu'il se fait opérer, de relations humaines et digitales, par exemple lorsqu'il prend rendez-vous ou qu'il est accueilli, et l'expérience de partage, lorsqu'il raconte son expérience ou donne son avis. En résumé, passer par l'expérience patient, c'est permettre de trouver un langage commun à tous les acteurs, définir une vision commune, mieux comprendre le rôle de chacun. C'est s'assurer que les priorités définies sont aussi celles du patient, fluidifier le parcours, favoriser l'alliance thérapeutique. En d'autres mots, c'est tout simplement remettre les choses à l'endroit. Notre équipe se tient à votre disposition pour échanger autour de vos projets. Merci Lydia. Entrons maintenant dans l'expérience patient. De quoi parlons-nous? Avant de rentrer dans plus en loin, vous vous souvenez, on va juste regarder avant qui sont nos patients. Nos patients sont de différents types. Ça peut être des petits patients, comme ici, donc des enfants. Ça peut être aussi leurs parents.
Ça peut être des adultes âgés ou pas, des personnes en situation de précarité, on l'a évoqué, des personnes qui ont des difficultés pour comprendre, des étrangers, ou des personnes qui ont toute une compréhension, qui comprennent bien et qui n'ont pas de soucis, ou qui sont cadres dynamiques, qui sont habitués à diriger des dispositifs, ou des salariés lambda. Mais c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des clients qui sont consommateurs. C'est-à-dire des personnes, avant tout, qui sont peut-être plus exigeants, aujourd'hui moins tolérants, qui sont souvent en communication avec les marques, qui gardent le contrôle sur leurs relations et qui souhaitent une expérience unique. Ils viennent avec cette casquette-là. Ils viennent aussi comme des citoyens, des usagers du système de santé, du système de l'éducation nationale, les piscines, etc. Ils sont attentifs à l'accueil, ils sont attentifs à tout ce qui concerne le digital, ils veulent plus de transparence, ils sont plus verts. Et puis ça peut être aussi le patient qui va être au cœur acteur de sa santé, au cœur de sa relation avec le médecin, attentif aussi à l'impact de ses soins sur son bien-être et qui veulent un maximum de proximité. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on écrit sur nos slides « expérience patient », ce n'est pas une faute d'orthographe, mais on souhaite systématiquement mettre un « S » à patient, de façon à se souvenir que l'on n'a pas un patient type, mais que l'on a une diversité de patients et qu'il faut nous adresser à l'ensemble de ces patients et de ces attentes, et que regarder ce qu'ils vivent, c'est regarder toute cette diversité. L'expérience patient va toucher trois bulles. Hein. On a 3 éléments à prendre en compte dans cette expérience patient. La première chose à prendre en compte, c'est l'expérience de soins. L'expérience de soins, c'est tous les soins que vivent les patients quand ils viennent se faire soigner à l'hôpital. Ça peut être une consultation, ça peut être un soin dentaire, ça peut être une chirurgie. Voilà, c'est toute cette expérience de soins. On a après tout ce qui est autour de l'expérience de relation, que ce soit humaine et digitale, c'est lorsqu'ils sont en relation avec l'établissement. Par exemple, quand je prends un rendez-vous, quand je suis dans l'hôpital et que je ne me retrouve pas, quand je viens faire mes papiers, quand je suis en service spécialisé et que je dois aller après en ambulatoire pour une opération. C'est l'ensemble de ces temps et les parcours. Et on évoquera plus particulièrement les parcours patients. Donc, tous les moments où ils sont en relation, physiquement ou par le biais du digital avec l'établissement de santé. Et enfin, tout en bas à droite, vous pouvez voir, il y a l'expérience de partage. L'expérience de partage, c'est lorsque le patient raconte ce qu'il a vécu ou donne son point de vue sur l'établissement, sur Isatis, sur les réseaux sociaux, lors d'un échange. Donc on va avoir d'une part les partages de son vécu sur l'organisation, dans différentes modalités, avec des collègues, avec d'autres patients, avec un acteur de santé, lorsqu'il y a une plainte ou une réclamation, ou lorsqu'on dit qu'on est content. Ça va être aussi cette expérience de partage, tout ce qui est relation collaborative entre patients et acteurs de santé, afin de permettre l'amélioration de l'expérience, l'amélioration du service. On a en tête tout ce qui est co-formation entre patients et professionnels de santé. On a en tête nos patients partenaires, nos patients traceurs, tous ces éléments-là. Et enfin, c'est l'impact de ce partage et de ce travail collaboratif pour les autres acteurs, qui ne sont pas forcément là, mais qui profitent des avancées et des améliorations. Toute cette expérience de partage, c'est ce que on appelle aussi, et ce qu'on peut exprimer dans la démocratie en santé. C'est un point important que l'on retrouve dans nos politiques de santé.
L'intérêt, c'est que ça permet vraiment aux patients de s'impliquer pour les autres, d'être considérés, d'être partenaires des professionnels. On va beaucoup regarder ce qui concerne l'expérience de relation et l'expérience de partage, le parcours patient et la démocratie en santé aujourd'hui. La partie médicale, alors ce qu'on va faire sur l'expérience de relation et l'expérience de partage va avoir un impact forcément sur l'expérience de soins, sur l'alliance thérapeutique, mais c'est moins le sujet qui va être pour nous, même si c'est totalement connecté et indépendant les uns des autres. Alors, les trois principaux leviers pour la transformation, pour cette transformation, pour réinventer l'expérience patient. Le premier levier, c'est la co-construction de l'ambition patient. À quel moment ça peut arriver? Vous êtes directeur de l'expérience patient, vous voulez développer un réflexe autour de vous, permettre à chacun de pouvoir chausser les lunettes du patient dans toutes les activités de l'établissement de santé, par exemple, ou vous voulez développer une relation patient marquante, différenciante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation patient marquante? C'est au moment où le patient se sent tellement bien accueilli, se sent tellement en confiance qu'il se dit c'était pas comme avant, c'était pas comme d'habitude. On voit ça développer dans certains établissements en France. On le voit aussi au Canada, aux États-Unis, je pense à la clinique Cleveland. Et dans les approches différenciantes, tout à l'heure, je vous ai montré la petite fille qui est allée au bloc opératoire dans une petite voiture. Voilà une approche qui est très différenciante pour les enfants. C'est différent d'aller par le jeu, entre guillemets, mais en tout cas avec plaisir et avec une expérience pour aller jusqu'au bloc, en ayant lâché les parents, plutôt que d'y aller en ayant peur et en pensant à ce qui va se passer. Voilà. Vous voulez vraiment que tous vos professionnels travaillent dans le même sens, la possibilité de construire cette ambition est possible. Alors l'ambition, qu'est-ce que c'est? L'ambition, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, c'est choisir ce que l'on veut faire vivre aux patients et non pas subir les conséquences, de façon à ce que les patients ne subissent pas les conséquences des contraintes de l'établissement. C'est avoir une intention commune qui dirige tout le monde, qui permet après d'aligner les professionnels sur cette ambition commune. Et cette ambition doit être extrêmement concrète. Très, très simplement, une ambition va être composée d'orientations. Une des orientations pourrait être tout est simple pour moi. Alors, une fois qu'on a les orientations, comment tout est simple, comment on peut traduire ce tout est simple dans des points remarquables? C'est je comprends par exemple tout ce qui se passe et va se passer, je peux facilement m'orienter. Et après, ces points remarquables, on va pouvoir les décliner très concrètement dans je peux m'inscrire à distance, je reçois toutes les informations dont j'ai besoin, uniquement celles dont j'ai besoin en amont, où je les trouve, ou pendant mon hospitalisation. Dans les questions de simplicité, on pourrait aussi avoir, je peux facilement m'orienter dans l'établissement. Je pense dans l'Est, on a travaillé sur cet établissement, sur ce gros CHRU, qui les patients étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas où se trouvait l'entresol, par exemple. Donc, comment faire pour qu'ils puissent trouver le lieu? Comment faire pour qu'ils puissent facilement s'orienter et ne pas être en retard? Donc c'est extrêmement concret. On peut avoir aussi dans le tout est simple, c'est on m'alerte à l'avance pour un rendez-vous. Comment peut-on s'assurer que quelques jours à l'avance, on est relancé par un message SMS ou autre par rapport à un rendez-vous qu'on doit avoir, qu'on a pris longtemps à l'avance, voire même tous les 6 mois pour des rendez-vous réguliers. Voilà ce que c'est que l'ambition. Je vais vous donner un exemple d'une ambition qui est publique et que nous avons fait. C'est l'ambition de l'établissement français du sang.
Pour pouvoir donc construire cette ambition, on est allé chercher le regard des donneurs de sang et quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins par rapport à ce don de sang. On est allé chercher aussi ce qui se passait au niveau du terrain, quels étaient ce que pensaient les professionnels de terrain sur les attentes des donneurs. Et puis on est allé anticiper, se mettre en décalage pour voir ce qui va arriver au niveau sociétal. On a pris notre casquette de connaissance de ce qui se passe sur l'expérience client dans son sens générique pour pouvoir apporter à l'établissement du sang différents éléments qui ont permis de construire, d'avoir ces 3 regards pour construire ensemble l'ambition d'honneur. Cette ambition d'honneur, elle s'organise autour de 4 orientations. La première orientation, c'est facile. Deuxième, gratifiante. Troisième, la confiance. Et la 4e, agréable et conviviale. Chaque orientation décline 3 à 5 points remarquables qui permettent de concrétiser l'expérience d'honneur et de matérialiser la promesse que fait l'EFS autour de quelques éléments très, très tangibles. Et derrière ces points remarquables, il y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, des déclinaisons. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Pour l'orientation, la première orientation, facilité, la petite bulle que vous pouvez voir, mais qui est peut-être pas lisible, c'est donner mon sang, c'est fluide et sans effort, même quand j'y vais en groupe. Sur l'item, sur le point, un des points remarquables derrière, c'est pour m'enregistrer et vérifier que je peux donner mon sang, c'est sans effort et ça va vite. Concrètement, comment ça va se décliner ça? Pour m'enregistrer et vérifier que je peux donner mon sang, c'est sans effort et ça va vite. Ça va se décliner, je peux prendre très facilement un rendez-vous, être en relation avec l'établissement français du sang pour vérifier que que je peux aller donner et prendre de suite mon rendez-vous en ligne. On me rappellera que mon rendez-vous est bien pris et on me relancera sur ma venue. Donc ça, c'est le jeu concret pour le donneur. Si on le transformait après en procédure, en process, il y a eu cette mise en place d'un site internet Mon Rendez-vous, où on peut aller vérifier qu'on peut donner son sang, où on peut prendre un rendez-vous en ligne, et cette mise en place aussi de tous les rendez-vous sur les collectes de sang mobile. Ça, c'est les conséquences, la mise en œuvre après par les professionnels. Mais concrètement, pour les patients, pour les donneurs, puisqu'on est centré donneur, c'est vraiment être assuré que ce qu'on leur a promis, que ça va être facile, c'est facile de donner son sang. Effectivement, concrètement, on peut le faire facilement. Voilà. On va retrouver d'autres choses, par exemple, sur si je peux donner ce qui est rare. L'EFS me propose un parcours privilégié qui s'adapte à mes contraintes. Là, c'est tout un travail autour des sangs rares. Vous avez dû en entendre parler ces derniers jours dans le cadre des campagnes sur le don de sang rare. Alors, cette ambition, elle peut être faite de façon très importante dans le cadre du projet d'établissement et avec un grand chantier là-dessus. Ça peut être aussi fait de façon plus simple, plus au quotidien. Et on pourrait parler d'ambition quelque part de rattrapage avec ce qui se passe autour qui va faire des bouleversements. Personne ne pensait que la crise sanitaire allait venir et que cette crise sanitaire était un accélérateur, allait devenir un accélérateur pour tout le digital. Par exemple, sur l'établissement français du sang, la prise de rendez-vous était un objectif. La prise de rendez-vous en collecte mobile était un objectif. C'est devenu le quotidien dans les collectes mobiles parce que la crise sanitaire a fait que ça a eu cet effet accélérateur. Après, le deuxième levier sur lequel on peut travailler, ou le deuxième axe, ou le deuxième regard, c'est les parcours patients, l'amélioration des parcours patients. Ça va concerner qui?
l'amélioration des parcours patients. Bien sûr, les patients, mais en tant que professionnel, ça peut concerner les directeurs de qualité, les directeurs expérience patient, ça peut concerner les directeurs de groupes hospitaliers, ça peut concerner un responsable de parcours en inter ou en intra établissement, ça peut concerner un responsable de pôle qui souhaite donner du sens à sa démarche et s'assurer que son parcours est cohérent, que son parcours est fluide, qu'il est efficace et qu'il est sans défaut. Pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de mieux comprendre et de mieux prendre en compte la parole des patients pour pouvoir améliorer ces pratiques et simplifier au maximum ces parcours patients et repenser au mieux cette relation entre les patients et les professionnels. Le parcours patient, en 2 mots, c'est la description avec les mots du patient, et ça c'est très important, avec les mots des patients, de l'expérience que l'établissement fait vivre à ses patients pour un motif donné, à partir du moment de la préparation du contact initial jusqu'à ce que le patient considère qu'il a eu réponse à sa demande. Si on prend l'image de l'iceberg, le parcours patient, c'est ce qui se passe sur la partie émergée. On a plus l'habitude de parler de ce qui est immergé, qui est en fait les processus de l'établissement. Quand on parle de parcours patient, on ne va pas s'intéresser aux étapes que doivent passer le patient dans le cadre de son soin, mais on va bien aller chercher les étapes qui sont vécues par le patient. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait nos 3 bulles, là, on avait une bulle qui était l'expérience de soin, on avait une bulle qui était l'expérience de relation et une bulle qui était l'expérience de partage. On travaille sur cette bulle expérience de relation. Donc, tout ce que vit, tout ce que ressent le patient lorsqu'il est en contact avec l'établissement, dans son parcours, on va pouvoir repérer tous les éléments importants, tous les points de contact, toutes les étapes qu'il va le vivre, et on va écrire ces étapes avec le jeu patient. Avoir un parcours patient qui est rédigé, ça permet à tous les professionnels, quel que soit son statut, qui intervient sur ce parcours, de savoir ce qui s'est passé avant et après le patient, avant et après lui pour le patient. Ça permet à chacun d'avoir ce langage commun, cette connaissance commune des étapes que vit le patient. Ça permet aussi de se mettre à la place du patient pour comprendre ce qu'il doit vivre. Et on est vraiment dans quelque chose où on est tous autour du parcours et tous autour de ce que vit le patient, que ce soit les services d'administration, les services support, les services de communication, les services qui s'occupent des réseaux sociaux et entre autres des sites internet, mais aussi le service d'accueil au sein du service de soins, des professionnels de soins qui vont interagir, et sans oublier la partie facturation, puisque c'est souvent une des dernières étapes que vive un patient, c'est de s'assurer qu'il va bien et que tout a été réglé. Alors, je vais vous montrer un exemple de parcours. Malheureusement, comme vous le comprenez, on ne peut pas le laisser totalement accessible, puisque c'est un exemple d'un établissement, et puis c'est aussi ça notre travail. Donc, comme voilà, la formulation de la première étape, c'est je cherche où et comment voir un médecin sans rendez-vous, dans un parcours qui est je consulte, je veux consulter un médecin sans rendez-vous. Ça, c'est le parcours qui a été travaillé. Il cherche en haut, et puis à la fin, il sait qu'il peut voir un médecin et dans quelles conditions il peut le voir, et on rentre dans les étapes. Ce qui est intéressant après, une fois qu'on a créé ce parcours, c'est d'aller y mettre des données pour pouvoir analyser ce parcours
avec plusieurs regards. Dessus, on va mettre des données de temps, les délais, on va y mettre des données quantitatives, on va y mettre des données, on va les voir avec certains critères d'analyse, quelles sont les difficultés, les points remarquables. Donc on va enrichir ce parcours-là par un certain nombre de données. Pour pouvoir analyser, donc on a 4 regards. Ces 4 regards, vous les avez là sur le côté. Donc on a le regard patient. Pour pouvoir aller voir le regard patient, l'établissement, s'il ne travaille que sur le parcours et pas sur l'ambition puis le parcours, va se définir, le service va se définir sur le parcours qui l'intéresse, quels sont ces critères d'analyse. Et c'est à partir des critères d'analyse qui peuvent être les orientations, comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est simple ou c'est confortable. On va aller questionner le patient sur ce qu'il vit, pour le décrire d'abord, et puis après, pour comprendre où il y a des difficultés, où il y a des freins, qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié. Ça, c'est le regard patient qu'on va chercher soit avec des focus group, soit avec des immersions, soit avec des enquêtes, des entretiens individuels en face à face. On peut après aller chercher la vue du terrain des professionnels qui travaillent. Les professionnels, en général, connaissent très bien les parcours des patients. Dès qu'on les aide à chausser les lunettes des patients, ils ont la capacité de comprendre et d'écrire ces parcours en jeu. Parfois, ils n'ont pas toujours les mêmes temps d'analyse. Et c'est intéressant d'aller confronter cette vue de terrain et cette vue de patient. Je vous donne un exemple. On a travaillé sur un service de chirurgie ambulatoire. Et sur ce service de chirurgie ambulatoire, un des axes importants qu'on devait travailler, c'était la question de l'attente. Les attentes des patients par rapport à leur attente n'étaient pas les mêmes que les attentes des professionnels par rapport à l'attente des patients. Pour les professionnels, ce qui était le plus important, c'est que l'attente soit rapide, qu'il y ait le moins d'attente possible, que le parcours soit le plus fluide, aille le plus vite possible. Pour les patients, le plus important, c'était pas que ça soit forcément rapide, c'était de comprendre ce qui se passe et pas d'attendre sans comprendre pourquoi ils attendent, et d'attendre dans des conditions confortables. Sur ce service, par exemple, on nous avait demandé de travailler l'attente parce qu'il y avait un gros projet de réorganisation de service et on voulait voir ce que vivaient les patients pour bien intégrer la vue patient, le regard patient, l'expérience patient au sein de ce projet architectural, ce projet de réorganisation. Et faire ce travail sur l'expérience des patients a permis de pouvoir réajuster le programme qui était proposé par le projet, par le service, et entre autres le programme architectural et autres. Tout ce qui concerne les données. Les données, ça nous permet, alors dans les data, on va avoir les enquêtes, comme ISATIS. On peut avoir aussi des enquêtes plus spécifiques sur des points particuliers. On peut aller chercher le nombre de donneurs qui arrivent, par exemple, en direct ou par le biais donc le parcours du patient dans les data. Ça va être intéressant. On peut aller chercher les durées. Donc, toutes ces données vont nous permettre d'enrichir et de savoir sur quoi travailler. Et enfin, on va avoir la vue management, la vue des responsables de services et d'établissements par rapport à leur vision globale et stratégique de l'établissement. Voilà, donc pour analyser cette expérience vécue et définir une cible commune, il faut bien des critères partagés et avoir la vue de tout le monde. Une fois qu'on a repéré toutes les difficultés, on peut voir comment on peut les retirer, ces difficultés, et on va avoir des axes d'action et on va pouvoir définir une roadmap et travailler derrière. Donc voilà, ça c'est le point vraiment important. Comme je vous disais, ce qui est important, c'est d'avoir des données, c'est de pouvoir écouter. Donc on écoute
les dispositifs d'écoute sont là justement pour agir. Ces dispositifs d'écoute, vous en avez besoin à différents endroits. Vous en avez besoin dans le service pour pouvoir ajuster ce qui se passe au quotidien. Vous en avez besoin à un niveau de responsable de la certification qualité, par exemple, pour orienter votre établissement. Vous en avez besoin en tant que responsable des usagers, responsable des usagers et question accompagnement des usagers, pour pouvoir répondre, améliorer et animer vos trucs, vos dispositifs des usagers. Écoutez, c'est intéressant, on écoute beaucoup, mais parfois on oublie d'agir et on a du mal à mettre en place des actions derrière, à aller vers l'agir et à aller vraiment au centre de ce que l'on veut. Alors, pour agir, il faut d'abord comprendre, il faut prioriser, il faut décider, il faut donner l'information aux bonnes personnes et puis agir et suivre. C'est ce que l'on fait lorsque l'on met en place des dispositifs d'écoute. Là, on travaille beaucoup avec des structures qui travaillent sur les data et l'intelligence artificielle justement pour pouvoir faciliter ce genre de choses. Voilà un peu les 3 grands leviers que l'on a évoqués ensemble. Ce qui était intéressant et ce qui est remarquable je vous inciterai vraiment à aller le regarder pour avoir ces deux retours. Celui du GET et celui de Pascal. Ce qui est intéressant dans l'approche du GET, c'est de dire que l'expérience patient pour des personnes en situation de précarité est vraiment une opportunité pour améliorer leur parcours et c'est possible de travailler avec des personnes que l'on trouve habituellement dans une PAS, donc une permanence d'accès aux soins, pour des personnes qui ont des difficultés de compréhension parce qu'ils sont migrantes ou autres. Elle exprime aussi l'importance de l'apport du côté de la démocratie en santé et combien c'est puissant de ce côté-là. Pascal évoque, elle, le côté utile pour la certification HAS, le fait que ça permet de rassembler une équipe, ça donne un sens à l'équipe et elle l'exprime par rapport au service dans lequel ça a été fait. Le fait que ce parcours-là, qui a été fait dans un service d'ambulatoire, serait intéressant de le faire sur d'autres services, de façon à avoir un peu 2, 3 grands parcours, un parcours en hospitalisation de jours comme elle a eu un parcours en ambulatoire, mais aussi un parcours en hospitalisation complète, parce que ça permet de revoir beaucoup de choses. Et je reprends un peu la question aussi de Gatien. Merci Gatien d'avoir posé cette question. Est-ce que tous les retours patients sont entendables pour les professionnels? Si vous avez d'autres questions, mettez-le dans le chat. Ce que nous disait Pascal, c'est que c'était parfois difficile d'entendre ces retours patients parce que ça bouscule, parce qu'on s'y attend pas, parce que tous les professionnels qui travaillent dans un établissement pensent faire le mieux possible par rapport au sens de leur activité, et que c'est intéressant pour elles d'avoir un tiers qui peut cadrer cette méthode, comment écouter les patients, comment faire en sorte que les paroles des patients puissent être traduites pour les professionnels et comment on puisse faire dans l'autre sens. Donc ça a été un peu notre rôle de traducteur pour les deux et d'organisation de la méthode et de l'approche que l'on a fait pour eux. Alors, est-ce qu'on doit parler de trois étapes? Est-ce qu'on doit parler de 3 angles ou de 3 leviers? On a en tout cas ces 3 possibilités et selon ce que l'on souhaite faire vivre, selon là où on en est, selon qui on est, on va pouvoir travailler plus sur une entrée par le parcours, plus une entrée par le dispositif d'écoute pour l'organiser, ou plus une entrée par une ambition. C'est vraiment différent selon que le projet soit plus ou moins dynamique. Voilà, on arrive au temps des questions.
Est-ce qu'on retente la petite vidéo ou est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Je regarde le chat. Je vois que j'ai pris un peu de... Je suis le docteur Boissonnat, je suis dans le mouvement Intelligamment depuis presque 50 ans et je dirige le département santé depuis 20 ans à peu près. J'ai rencontré Assemis, une belle rencontre. Je travaillais depuis des années, depuis 2009-2010, sur un virage, une politique de santé qui est le virage ambulatoire, me demandant si c'était une chance ou un risque pour les populations les plus pauvres. On avait fait des propositions dans notre rapport, mais ces propositions, elles sont souvent lettres mortes. Et en fait, je me suis rendu compte en rencontrant Assemis que travailler plus précisément pour aller jusqu'au changement de process, c'était possible, alors que je pensais que c'était pas possible. Et prendre avec nous les plus pauvres dans cette dynamique, c'était une découverte d'une facette de la démocratie en santé qui n'avait pas encore été explorée. Bonjour, je m'appelle Pascale Cosial, je suis actuellement directrice de l'hôpital suisse de Paris, qui est situé à Issy-les-Moulineaux. Avec Assemis, on a travaillé avec ATD Quart Monde sur l'accès de tous aux soins. Pour ça, on a utilisé la démarche de l'expérience patient et on l'a réalisé sur une petite unité qu'on a ouverte récemment, qui est les consultations non programmées. Alors l'expérience patient, c'est ce que vivent et ce que ressentent les patients. Après, le fait de le pratiquer, de le mettre en œuvre, ça lui donne toute son ampleur et toute son importance in concreto. C'est entendre et puis s'entendre. Et puis c'est comprendre et puis se comprendre. Et que ce soit pour les patients, ou pour les professionnels, ou pour les institutionnels, ou pour les décideurs. Et l'expérience patient, pour moi, c'était ça qui permettait de casser les regards, de casser les peurs. Et il faut faire de la traduction pour arriver jusque-là et pour que les préconisations puissent être mises sur le terrain. Et ensuite, l'expérience patient, c'est faire. Et on le fait. Et ça change la vie des professionnels, des patients. Parce que je crois qu'il faut que on soit tous gagnants. Et l'expérience patient, je pense que c'est un truc gagnant-gagnant. Les éléments concrets des actions. Les résultats, ça a été les actions qui ont été menées à travers les points qui ont été soulevés, c'est quand même ce qu'on attend aussi très largement, avec des choses très, très simples sur l'information donnée aux patients, sur la visibilité, sur l'explication de certains sujets, sur le parcours patient, qui ont permis, encore une fois, de faciliter l'accès à cette unité qui est très importante pour la prise en charge du patient. Il y a un résultat fédérateur avec un esprit d'équipe aussi bien au niveau du service que de toutes les entités, de tous les soutiens plus haut niveau de l'hôpital qu'il a pu avoir. C'est clairement une démarche qu'on va être amené à reproduire sur différents secteurs, parce qu'on voit bien l'importance que ça a, aussi bien en termes de réflexion collective qu'en termes d'actions concrètes, pratiques, et c'est ça qu'il faut qu'on mène régulièrement. Et puis, on est encouragé, encore une fois, dans le cadre de la certification, à développer cette démarche pour améliorer la qualité des soins et l'ajustement par rapport aux attendus du patient. On a impacté 15 000 salariés. Donc, on voit la puissance, en tous les cas, de cette dynamique, de cette démarche, et de cette démarche avec des personnes aussi en grande pauvreté. Et ça me rappelle simplement quelques phrases de Brzezinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde. Il a dit, on lutte contre la pauvreté, pas avec de l'argent, mais avec le collectif. Il fallait de l'action. Et c'est là la force de cette dynamique de l'expérience patient, c'est qu'on va au-delà du changement de regard, au-delà de la formation, on va au cœur. Une question de Laura. La HAS recommande le partenariat entre soignants, patients, experts pour améliorer le parcours des soins des personnes concernées. Comment Assemis peut aider dans ce cas? Préparez-vous les équipes de soignants à cette co-construction. Merci Laura pour votre question. Effectivement, on sépare le travail, quand on travaille sur l'expérience patient, dans un premier temps, la position qu'on a prise, c'était de séparer le travail avec les patients
et du travail avec les professionnels. On prend des éléments chez les patients, on le ramène chez les professionnels. Pourquoi on fait comme ça? C'est parce qu'il nous semble important d'aider les professionnels à mettre, comme je disais, les lunettes du patient, à se mettre quelque part, même s'ils ne le sauront jamais, à développer le patient qu'ils ont en eux, qui sont. Et c'est pas quelque chose d'évident. Et une fois qu'ils se sont mis dans cette posture patient, il est beaucoup plus facile de permettre cette rencontre avec les soignants et les patients experts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un groupe de travail où on avait donc les professionnels, les représentants des usagers ensemble, et le représentant des usagers, patients experts, nous a dit une chose. Ce qui est remarquable, c'est que pour une fois, c'est pas moi qui ai fait l'effort d'aller vers les professionnels, de m'adapter au langage des professionnels, mais c'est les professionnels qui ont fait l'effort de nous comprendre et d'essayer de se mettre dans nos chaussures et dans notre sens. C'est aussi ça notre travail de traducteur, d'intermédiaire, de facilitateur. On accompagne les équipes à s'approprier ça de façon profonde et pas juste l'équipe de direction ou l'équipe en charge de la question de la certification, mais on essaye de travailler avec l'ensemble des équipes, avec l'ensemble des partenaires. Lorsque l'on a construit l'expérience, l'ambition d'honneur avec l'EFS, on a travaillé avec 80 personnes de toute la France, de tous les métiers, de tous les lieux. Puis on est allé le décliner auprès de 400 personnes avant de le décliner à l'ensemble de l'établissement. Donc vraiment, ce travail de co-construction est extrêmement important. Je ne vois pas d'autres questions. Je suis confuse parce que je vois que j'ai un gros quart d'heure de retard. Je suis trop bavarde. Alors, si vous avez envie de poursuivre, si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce projet qui me passionne et en tout cas qui donne un sens tous les matins pour que de me lever pour améliorer l'expérience patient, n'hésitez pas à me contacter. Mettez-moi un petit mail et puis avec plaisir, ou à m'appeler sur mon portable, et avec plaisir je continuerai avec vous cet échange et on ira plus loin. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, voir ce que l'on fait sur d'autres sujets. Je vous ai parlé de ce qu'on fait je vous disais qu'on travaillait sur l'expérience collaborateur. Là, on a un live qui va être dans les prochains jours, mais on travaille aussi sur le digital, alors là, il faudra aller voir les anciens webinaires, sur l'expérience client, sur qu'est-ce qu'on a, la relation attentionnée. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressante et qui est importante parce que une fois qu'on a défini notre ambition, quelle trace on veut laisser, quelle empreinte on veut laisser dans le vécu des patients, et comment on aide les professionnels à s'emparer et à mettre en mouvement, à mettre en œuvre cette empreinte que l'on veut laisser, le style relationnel. Voilà, je m'arrête là. Je laisse Lydia terminer, vous saluer, peut-être que tu peux nous remettre ta caméra, comme ça on te voit, et un grand merci et à très vite. Merci Aude pour cette magnifique présentation. Merci à vous pour votre intérêt pour le sujet. Je tiens juste à préciser quelque chose que je n'ai pas précisé au début. Donc le live, il sera enregistré donc pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre, et il sera en replay aussi sur notre plateforme Webikeo. Donc merci à vous, bonne journée. Et Lydia, je crois, si je me trompe pas, que les vidéos qu'on vous a présentées est sur notre chaîne YouTube. Oui. Je sais que celle de l'expérience patient est sur YouTube, mais celle de Pascal, je vais la mettre sur YouTube. Voilà, donc, YouTube ACMIS. Oui, c'est bien ça. Je vous mettrai le nom de notre chaîne sur le chat. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.